non? J'ai raison? Oui. Ah! Non, parce que moi, je vois quand je vais au cinéma avec ma femme, bon, eh ben déjà, on est mal assis, hein? D'après Galilée, le crânien de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré à la thermodynamique. Pour introduire cette vidéo, observons le dessin suivant où l'on voit une personne en train de frotter ses mains. Par ce geste, elle va convertir de l'énergie mécanique, qu'on va appeler par la suite travail, en énergie thermique qu'on va appeler chaleur. Ce phénomène est un transfert naturel et total. Mais est-ce qu'il est possible de réaliser le transfert inverse, c'est-à-dire à partir de chaleur, produire du travail? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir comment caractériser un système en thermodynamique. Ensuite, nous définirons la grandeur énergie interne. Et enfin, nous verrons comment effectuer des bilans énergétiques sur deux modèles de systèmes thermodynamiques. En thermodynamique, le système est la quantité de matière que l'on étudie. Quelles sont les grandeurs qui permettent de caractériser justement cette matière étudiée? Alors, je vous donne d'entrée la réponse. On va considérer qu'il y a trois grandeurs qui vont permettre de caractériser ce système. C'est le volume, noté V majuscule, la température, T majuscule, et la pression, P majuscule. Donc on va définir ces trois grandeurs, mais pour cela on va utiliser deux échelles. La première échelle, c'est ce qu'on appelle l'échelle microscopique. C'est l'échelle à la taille des atomes, donc c'est une échelle qui n'est pas atteignable par nos sens. Pour illustrer cette échelle, imaginons que vous avez ici un ballon d'un volume V qui contient un gaz. Et les sphères que vous voyez là représentent donc les molécules qui constituent ce gaz. Par rapport à cette échelle microscopique, on va définir deux grandeurs. La première, c'est la vitesse moyenne d'agitation ou de déplacement des molécules. Alors pourquoi je distingue ces deux définitions-là? Alors l'agitation, ça sera plutôt pour la matière à l'état solide ou liquide, tandis que pour les gaz, il y a un déplacement. Une fois qu'on a défini cette vitesse moyenne d'agitation, on peut définir l'énergie cinétique du système moyenne. C'est 1/2 de la masse d'une molécule fois sa vitesse moyenne d'agitation. Deuxième grandeur, ça sera le nombre de molécules par mètre cube, ou la densité moléculaire. Ce sera tout simplement le rapport du nombre de molécules sur le volume. Retenez bien que ces deux grandeurs ne sont pas mesurables. Donc comme on l'a dit au début, à l'échelle microscopique, on n'a pas des capteurs qui vont pouvoir voir le déplacement des molécules ou compter directement le nombre de molécules. Donc vous verrez qu'on va retrouver ces grandeurs-là par des calculs à partir de grandeurs définies à l'échelle macroscopique. Juste avant, on a vu que parmi les trois grandeurs qui caractérisent un système, on a défini le volume. Il nous reste à définir la température et la pression. Donc ces températures et pression sont définies à l'échelle macroscopique. Alors tout d'abord la température. En fait, à quoi correspond la température? C'est une grandeur macroscopique qui va être proportionnelle à l'énergie cinétique moyenne des molécules. Plus l'agitation des molécules est importante, plus la température sera grande. Quelle est l'unité de la température? En physique, l'unité de la température, c'est le Kelvin, qu'on note K majuscule. À quoi correspond une température de 0 Kelvin? Vous avez ici le lien, c'est-à-dire que pour que la température soit nulle, il faut que l'énergie cinétique soit nulle. Et dans quelle situation l'énergie cinétique est nulle? C'est soit lorsque les molécules sont statiques ou qu'il n'y ait pas du tout de molécules. À ce moment-là, la température est égale à 0 Kelvin. Donc dit autrement, on ne peut pas avoir une température négative exprimée en Kelvin. Le minimum c'est 0. Au quotidien, on exprime plutôt la température en degrés Celsius. Comment passe-t-on des degrés Celsius au Kelvin? En fait, il y a une relation que je vous fais apparaître ici qui permet de faire ça. À la température exprimée en degrés Celsius, il faut rajouter 273 pour avoir la température en Kelvin. Exemple, si la température est de 20 degrés Celsius, la température en Kelvin sera de 293 Kelvin. Alors voici une échelle qui permet de comprendre ce passage des Celsius au Kelvin ou des Kelvin au Celsius. Si je suis au 0 absolu, donc 0 Kelvin, j'ai une température en degrés Celsius de moins 273. Donc dit autrement, vous ne pouvez pas avoir une température exprimée en degrés Celsius inférieure à moins 273. Lorsque on a 0 degré Celsius, ça correspond à une température en Kelvin de 273. Une autre petite remarque qui, vous allez voir, sera importante pour la suite lorsqu'on fera des bilans énergétiques. Lorsqu'on fait un écart de température, lorsque la température est exprimée en degrés Celsius, on obtient la même chose que lorsque la température est exprimée en Kelvin. Donc vous verrez que souvent dans l'énoncé, les températures sont en degrés Celsius. Donc si vous devez faire un calcul avec un écart de température, laissez les températures en degrés Celsius, ne vous embêtez pas à le convertir à Kelvin puisque le résultat est identique. Troisième et dernière grandeur qui permet de caractériser un système, c'est la pression. Alors la pression, c'est une grandeur macroscopique qui va être liée aux grandeurs microscopiques et cette fois-ci, elle est proportionnelle à l'énergie cinétique moyenne des molécules, EC, comme la température. Mais ce qui la différencie de la température, c'est qu'elle va être aussi liée à la densité moléculaire N sur V.
Dit autrement, si la température augmente, la pression augmente, mais l'autre façon de faire augmenter la pression, par exemple, ça va être d'augmenter soit le nombre de molécules par mètre cube, ou de réduire le volume en conservant le nombre de molécules. Dit autrement, plus l'agitation des molécules et plus la densité moléculaire sont importantes, plus la pression est élevée. Quelle est l'unité de la pression? En physique, on exprime la pression en pascal, et son symbole c'est P majuscule, A minuscule. Au quotidien, on va plutôt exprimer les pressions en bar. Alors pourquoi ceci? Parce qu'en fait, vous vivez sous une pression qui est due à l'air autour de vous, et on appelle ça la pression atmosphérique. Et la pression atmosphérique, c'est environ 1 bar. Alors pourquoi on dit environ? Parce qu'en fait, cette pression atmosphérique dépend de la météo, et donc elle est fluctuante selon qu'il y a un anticyclone, une dépression, etc. Par contre, la relation qui est entre le bar et le pascal, elle est rigoureuse. 1 bar, c'est 10 puissance 5 pascal, donc 100 000 pascal. Comment faire varier la pression? Alors imaginons que vous ayez une seringue là. Dans un premier temps, vous avez ouvert le capuchon là, vous avez positionné le piston de la seringue ici, donc l'air est rentré à la pression atmosphérique. Vous bouchez l'arrivée d'air ici et vous appuyez sur le piston avec la paume de votre main, donc vous exercez une force F. La conséquence force F qui va agir ici sur la surface S du piston, c'est que ça va faire augmenter de P la pression du gaz qui était enfermé ici. Quelle est la relation entre cette augmentation de pression et la force exercée? En fait, c'est P égale F sur S. F s'exprime en newton, S en mètre carré, et la pression sera donc en pascal. Qu'est-ce qui différencie les différents états physiques de la matière? Donc, nous allons décrire ces différents états physiques de la matière, donc solide, liquide, gazeux, en analysant d'abord la nature des liaisons entre les molécules de cet état-là, puis après nous en déduirons des caractéristiques microscopiques, puis des caractéristiques macroscopiques. Alors commençons par l'état solide. À l'état solide, les liaisons entre les molécules sont fortes et permanentes. Conséquence, à l'état microscopique, les molécules vont être figées. À l'échelle macroscopique, on dit qu'un solide a un volume et une forme constante. Exemple, un glaçon d'eau. À l'état liquide, ces liaisons sont toujours fortes, mais elles vont être non permanentes. C'est-à-dire que les molécules vont pouvoir se libérer d'une liaison, donc se détacher de l'ensemble, et se reformer ailleurs. Donc on dit qu'elles ont une mobilité relative. À l'échelle macroscopique, comment ça se traduit? Le volume d'un liquide est constant, comme pour un solide, mais par contre sa forme va pouvoir varier. Si vous faites couler de l'eau liquide sur une table, l'eau va s'étaler. Si vous faites couler de l'eau liquide dans un verre, le volume d'eau va prendre le volume du verre. Passons à l'état gazeux. À l'état gazeux, les liaisons entre les molécules sont quasiment inexistantes. Conséquence, ces molécules vont être quasiment libres. À l'échelle macroscopique, on pourra pouvoir dire que le volume et la forme d'un gaz sont variables. Les deux états solide-liquide, on va appeler par la suite ce qu'on appelle la phase condensée. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, en fait, les distances entre les molécules sont figées. Par contre, à l'état gazeux, donc on appelle ça la phase gazeuse, ces distances-là vont pouvoir varier. En physique, lorsqu'on étudie la réalité, on va la simplifier en utilisant des modèles. Donc là, pour mes deux phases étudiées, donc je vais commencer par la phase condensée et après on verra la phase gazeuse, on va définir des modèles très simples. Pour la phase condensée, le modèle, on va considérer que c'est un système incompressible et indilatable. Alors on va préciser ce que signifient ces deux termes. Pour ça, je vais utiliser le dessin que vous voyez là, avec ici, imaginez que c'est un bloc, par exemple de métal à l'état solide, et je vais lui faire subir deux choses. Première chose, je vais exercer une force sur l'une des surfaces de ce cube, et pour mon modèle là, je vais considérer que le volume va rester constant, quelle que soit la force que je vais appliquer là. Et deuxième action que je peux faire, je vais chauffer ce bloc de métal, et pareil, donc l'action du chauffage là va impliquer que l'énergie cinétique moyenne des molécules qui constituent le solide va augmenter, donc la température va augmenter, mais je vais considérer que son volume va rester constant. Donc on considère que quel que soit ce qu'on fait subir au système, son volume est constant, donc il est incompressible par l'action de la force et indilatable par l'action du chauffage ici. Alors comment on interprète ceci? En fait, ce modèle de système incompressible et indilatable, il est déduit du fait que, à l'échelle microscopique, les liaisons entre les atomes fait que la position de ces molécules sont figées et les distances surtout sont constantes. Maintenant, deuxième modèle pour la phase gazeuse. Alors ce modèle, il porte un nom, c'est le modèle du gaz parfait. Alors en quoi consiste ce modèle? Il consiste déjà à remplacer donc les molécules réelles d'un gaz
par des points matériels. C'est-à-dire, imaginons que ça soit une molécule du gaz étudié, je vais le remplacer par des points qui n'ont pas de volume, mais la masse de ma molécule. Et deuxième hypothèse, alors on avait vu avant que dans l'état gazeux, il n'y a quasiment pas d'interaction entre les molécules. Les molécules s'attirent très peu entre elles. En fait, pour le modèle du gaz parfait, on considère qu'il y a une absence d'interaction, donc absence de liaison intermoléculaire. Et donc les seules actions qu'il y a entre ces molécules-là sont ce qu'on appelle des chocs élastiques, comme lorsque deux boules de billard se rencontrent, voilà, elles vont se transmettre leur énergie cinétique, mais sans rester collées, sans interagir entre elles. Une fois qu'on a défini ce modèle-là, je vais vous donner ici ce qu'on appelle l'équation d'état du gaz parfait. C'est une équation qui permet de relier donc les trois grandeurs qu'on a décrites avant, la pression, le volume et la température. Donc voici cette relation. Elle dit que le produit de la pression fois le volume est égal à la quantité de matière, M, fois une constante, fois la température. Je vais faire apparaître ici les unités. La pression doit être exprimée en pascal, le volume en mètres cubes, la quantité de matière en mol, la température en Kelvin. Et R, donc c'est une constante, on appelle ça la constante du gaz parfait, et elle est égale à 8,31 joules par mol et par Kelvin. Alors tout sur le joule là, en fait quand on fait le produit en physique d'une pression en pascal par un volume en mètres cubes, on obtient des joules. À présent, nous allons parler d'énergie. Mais au préalable, je vais essayer de vous distinguer de manière générale les différentes formes de l'énergie qui existent dans la nature. Et pour ça, je vais utiliser de nouveau les deux échelles, macroscopique et microscopique. Je commence par l'échelle macroscopique, où on va définir donc l'énergie macroscopique. Et en fait, cette énergie, on l'appelle plus généralement l'énergie mécanique. Ainsi, lorsqu'un objet, par exemple un camion, là, se déplace avec une vitesse v, on va dire qu'il a une énergie cinétique qui s'exprime ainsi, EC égale 1/2 de mv carré, m étant la masse du camion, v sa vitesse de déplacement. Lorsque l'on stocke dans un château d'eau une certaine masse d'eau à une certaine hauteur par rapport au sol, on va donner à cette eau une énergie potentielle de pesanteur, qui s'exprime ainsi, c'est EP égale mgz, z étant l'altitude moyenne du volume d'eau stocké là par rapport au sol. Donc la somme de ces deux énergies-là, c'est l'énergie mécanique. Maintenant, je vais passer à l'énergie microscopique. Alors tout d'abord, si je me place à l'échelle du noyau atomique, vous vous rappelez, il est constitué de nucléons. Ces nucléons sont liés entre eux, donc ces liaisons-là constituent l'énergie potentielle nucléaire. Et donc lorsqu'on fait une réaction nucléaire, c'est-à-dire qu'on fusionne deux petits noyaux, ou qu'on casse un gros noyau, ou qu'il y a une désintégration, en fait, je mets en jeu de l'énergie nucléaire en modifiant les liaisons entre les nucléons. Maintenant, si je me place à l'échelle d'une molécule, vous savez que les molécules sont constituées d'atomes, les liaisons entre atomes au sein d'une molécule représentent de l'énergie potentielle. Et lorsqu'on fait une réaction chimique, justement, on va casser ces liaisons ou en créer, et ainsi on va libérer ou absorber de l'énergie chimique. Maintenant, imaginons que vous ayez, ça ce sont des molécules d'eau, donc un verre d'eau. L'eau possède une énergie, même si elle ne se déplace pas, même si je ne considère pas sa position, son Z par rapport à une référence, si l'eau contenue dans un verre est statique, elle possède une énergie. C'est ça qu'on appelle l'énergie interne. Et cette énergie interne, on peut la décomposer en deux parties. Tout d'abord, le fait que les molécules là, vont être aussi liées entre elles. Donc ça sera l'énergie potentielle. Et ensuite, ces molécules-là, vous savez qu'elles sont agitées. Et donc l'agitation des molécules, c'est l'énergie cinétique microscopique. Donc la somme de ces deux énergies-là, potentielle microscopique et énergie cinétique microscopique, constitue l'énergie interne. Quel est l'énoncé du premier principe de la thermodynamique? Alors ce premier principe de la thermodynamique est aussi appelé principe de conservation de l'énergie. En effet, on dit que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite. Et donc on va pouvoir seulement l'échanger ou la transformer. Ce premier principe, on va l'appliquer à l'énergie interne d'un système. Alors quand on dit ça, en fait, on ne va pas prendre en compte le fait que le système, par exemple, puisse avoir une vitesse par rapport à un référentiel. Donc son énergie cinétique à l'échelle macroscopique ne va pas être prise en compte. On ne va pas prendre en compte non plus le fait, par exemple, qu'il se trouve en hauteur par rapport à une origine. Donc on va prendre en compte en fait que l'énergie stockée dans la matière sous forme d'énergie cinétique microscopique, l'agitation des molécules, et l'énergie potentielle due aux liaisons entre les molécules. Donc une fois qu'on a dit ça, voilà comment s'écrit mathématiquement le premier principe de la thermodynamique. Alors on dit que la variation d'énergie interne, delta U, donc comme on a vu que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, si l'énergie interne varie, c'est qu'il y a eu un apport ou un prélèvement d'énergie. Et on distingue deux types d'apport ou de prélèvement.
ce qu'on appelle W là, qui veut dire work en anglais, c'est le travail. Donc son vrai terme en français, c'est le transfert d'énergie mécanique. Vous verrez que moi par la suite, j'utiliserai toujours le mot travail à la place. Donc si j'apporte de l'énergie sous forme de travail ou sous forme de chaleur, le vrai terme en français, c'est transfert d'énergie thermique. Alors juste une petite remarque là-dessus. U, c'est une grandeur énergétique qui va caractériser un état du système. Donc si j'ai mon système dans un certain état, si par un prélèvement ou un apport de travail ou de chaleur, je vais modifier son état. Donc W et Q, eux, ça va être des transferts d'énergie entre deux états, qui auront pour conséquence de faire varier l'énergie interne qui caractérise un état. Donc delta U, c'est la variation de cette énergie interne entre deux états. Quelle est la distinction entre travail et chaleur? Pour répondre à cette question, je vais prendre l'exemple d'un cylindre fermé par un piston et qui va contenir mon système à l'état gazeux. Donc voilà ici mon cylindre. Je fais apparaître le piston qui va être mobile avec au-dessus une masse. Alors cette masse permet de faire varier la pression qui va être exercée sur le système. S'il n'y avait pas de masse, si je néglige la masse du piston, on aurait la pression du système serait égale à la pression atmosphérique. La masse permet d'avoir une pression plus grande. Le piston, lui, va pouvoir se déplacer, pas de souci. Mon système, donc, c'est la masse de gaz qui est enfermée entre le cylindre et le piston. Et donc, le mouvement de ce piston va permettre un échange de travail. Là, vous voyez, quand le piston est descendu, donc mon système a été comprimé, donc là, le système a reçu de l'énergie. Donc son énergie interne va augmenter, delta U sera positif. Maintenant, si je fais une détente, c'est-à-dire que mon volume augmente, là, je vais avoir une perte d'énergie interne, delta U sera négative, l'énergie interne finale sera plus petite que l'énergie interne initiale. Vous avez bien compris que si ici j'avais mis un système à l'état solide ou liquide, ça n'aurait pas été possible. Pour qu'il y ait un échange de travail, il faut que le volume de mon système puisse varier. Et c'est le cas pour les gaz. Et ce n'est pas le cas, justement, pour un système incompressible et indilatable. Maintenant, imaginons que je munisse mon cylindre d'une résistance chauffante. Donc, par effet Joule, je vais transformer l'énergie électrique en énergie thermique. Donc là, je vais avoir un échange chaleur Q. Donc si je chauffe, forcément mon delta U sera positif, je vais augmenter l'énergie interne de mon système. Et imaginons que je remplace cette résistance par la circulation d'eau froide, par exemple. Mais je pourrais prélever ainsi de la chaleur au système. À ce moment-là, on aurait un refroidissement du gaz et delta U aurait été négatif. Donc cet apport de chaleur, lui, nécessite une variation de température ou aussi des changements d'état à l'occasion. Nous, là, on verra que des variations de température. Nous allons voir comment appliquer le premier principe de la thermodynamique à nos deux modèles de la matière. Le premier modèle, c'est la phase condensée incompressible et indilatable. Alors là, je vous ai réécrit le premier principe de la thermodynamique, delta U égale W plus Q. Comme on l'a vu juste avant, étant donné que cette phase est incompressible et indilatable, son volume est figé. Donc l'échange de travail va être impossible. Donc on aura uniquement un échange sous forme de chaleur. Et le delta U, pour une phase condensée incompressible et indilatable, on peut l'écrire ainsi, c'est C fois TF moins TI. TF et TI sont les températures finales et initiales de mon système. Q sera en joule. L'écart de température, alors a priori on doit le mettre en Kelvin, mais comme on l'a vu aussi avant, laisser les températures en degrés Celsius, c'est juste parce qu'il s'agit d'un écart. Donc l'écart, vous pouvez très bien l'exprimer en degrés Celsius ou en Kelvin, c'est équivalent. Et donc cette capacité thermique aura pour unité joule par Kelvin. Alors maintenant, pour bien comprendre le sens de cette relation-là, je vais faire une analogie avec la deuxième loi de Newton. Tout le monde se rappelle, Newton a dit que la somme des forces est égale à ma. Cette deuxième loi de Newton, on peut la voir sous forme d'une cause-conséquence. Alors la cause, c'est la force. Si vous exercez une force sur un système mécanique, la conséquence sera une variation de vitesse qui correspond à une accélération. Et cette relation est pondérée par la masse de votre système, on appelle ça aussi l'inertie mécanique. Et vous avez la même chose avec le premier principe de la thermodynamique, où Q est la cause, c'est-à-dire si j'apporte de la chaleur ou si je prélève de la chaleur, sera pour conséquence de faire varier la température, donc un écart de température ici, et c'est pondéré par l'inertie thermique. Donc maintenant, je vais en profiter pour bien définir donc, cette inertie thermique. Donc C, c'est la capacité thermique ou inertie thermique. Voici deux images qui vous illustrent ceci. Donc on retrouve ce qu'on a dit là. En mécanique, la masse, c'est-à-dire un objet, plus sa masse sera grande, plus on aura du mal à faire varier son accélération. C'est-à-dire que
si je veux avoir une accélération certaine, il va falloir que le moteur là, génère une très grande force. Ou si je veux arrêter le camion, il va falloir que le freinage soit très très fort. C'est pareil pour la capacité thermique. Alors, le corps pur qui a la plus grande capacité thermique, c'est l'eau. Donc c'est pour ça que les océans, c'est une grande masse d'eau. Eux, on aura beaucoup de mal à faire varier leur température. C'est-à-dire pour que la température d'une grande masse d'eau varie, il va falloir prélever ou apporter beaucoup de chaleur. Ensuite, on va décomposer cette capacité thermique en le produit de la masse fois ce qu'on appelle la capacité thermique massique. En fait, ce C, c'est grand C sur M, c'est la capacité thermique ramenée à 1 kg de matière. Donc la capacité thermique est en joules par Kelvin, la masse en kilogrammes, donc ce petit c sera en joules par Kelvin et par kilogramme. Donc maintenant je peux définir cette capacité thermique massique, c'est l'énergie qui est nécessaire pour augmenter de 1 Kelvin la température de 1 g de matière. Alors pour l'illustrer, cette grandeur, je fais apparaître là la capacité thermique massique de l'eau qui vaut 4,18 kJ par Kelvin et par kilogramme. Donc dit autrement, si vous avez 1 kg d'eau à 20 degrés, que vous voulez augmenter la température de 1 degré, donc passer de 20 à 21, il faudra apporter 4180 joules. Deuxième modèle, le gaz parfait. Donc pareil, je vous réécris ici le premier principe de la thermodynamique, delta U égale W plus Q, et je l'applique au modèle du gaz parfait. Alors au niveau de W et Q, il n'y a rien qui change, puisque contrairement à la phase condensée, incompressible, indilatable, le travail va pouvoir être échangé puisque le volume d'un gaz peut varier. Il y a juste delta U qui a été remplacé par CV TF-T. Donc pareil, là, si je le compare à la phase condensée incompressible indilatable, vous voyez la capacité thermique a été remplacée par CV. Alors CV, c'est ce qu'on appelle une capacité thermique à volume constant. Alors pourquoi cette distinction? En fait, pour les gaz, on va distinguer CV et CP, donc capacité thermique à volume constant et capacité thermique à pression constante. Donc ici, nous, pour delta U, on aura toujours CV TF-T. Alors ensuite, lorsqu'on fait des bilans énergétiques sur un gaz parfait, on peut faire subir au gaz parfait différentes évolutions. Nous, on va prendre l'exemple, et c'est la seule qui est à votre programme, c'est une évolution du système à pression constante. Alors pour illustrer cette évolution-là, imaginons que vous enfermiez donc une masse de gaz ici, donc c'est notre système, entre le cylindre et un piston variable là, et que vous allez chauffer votre système, donc apporter de la chaleur grâce à une résistance thermique. Je considère qu'au-dessus du piston, il n'y a pas de masse. L'air est présent, donc il règne ici la pression atmosphérique. J'appelle PI, TI et VI les grandeurs qui vont caractériser mon système à l'état initial. Je vais chauffer pendant une durée delta T, et à la fin, donc la pression atmosphérique sera la même ici, j'aurai une pression finale. Alors, comme j'ai considéré que c'était une évolution à pression constante, en fait, PF sera égal à PI, et sera égal à la pression atmosphérique qui est au-dessus du piston. Et je vais appeler cette pression, pour que les écritures soient plus simples, P tout simplement. Ensuite, la température TF, elle, je vais considérer qu'elle augmente. À cause de l'apport de chaleur, cette température va augmenter, donc TF sera supérieur à TI, et le volume, comme vous le voyez sur le schéma, a augmenté, donc VF est supérieur à VI, le gaz s'est dilaté. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment j'exprime la chaleur que j'ai apportée par ce chauffage-là. En fait, une énergie, on peut le décomposer en disant que c'est la puissance fois la durée. Donc je peux dire que c'est P fois delta T. Et ici, comme je chauffe par effet Joule, je peux aussi remplacer P par le produit de U fois I. Donc U fois I fois delta T, c'est bien la chaleur qui a été apportée au système par cette résistance-là. Et donc, elle est positive. Ensuite, le travail. Donc le fait que le piston monte, le gaz s'est dilaté, voici l'expression du travail produit par le fait que le piston monte ici. Donc c'est moins P, VF moins VI. Alors, lorsque un gaz se dilate, il perd de l'énergie interne, et son énergie interne diminue. Donc il cède de l'énergie à l'extérieur. C'est pour ça que vous voyez, VF moins VI, lui, il est positif, et mon W doit être négatif, d'où le moins qui est là. Donc c'est bien moins P, VF moins VI. Donc ce travail est perdu par le système, c'est pour ça qu'il est négatif. Donc on peut résumer ce qui s'est passé au cours de cette évolution-là, pression constante, cet apport de chaleur par chauffage. Là c'est mon système, donc ma masse de gaz. Je lui apporte de la chaleur, donc Q est positif, et le système lui va libérer du travail. Donc là j'ai mis valeur absolue W pour prendre en compte que la valeur positive du travail. Ce que l'on va constater, c'est qu'en même temps, mon énergie interne va augmenter. Pourquoi? Parce que ma température passe de TI à TF, donc U augmente. C'est pour ça que le travail qui sera produit ne sera jamais égal à la chaleur ici. Une partie de cette chaleur va servir à chauffer le système, l'autre partie va être cédée sous forme de travail.
Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante. Imaginons que vous frottiez les mains. En fait, ce qu'on appelle les frottements vont transformer du travail en chaleur. Et ce transfert est naturel et total. Pour l'imaginer, c'est la même situation lorsque vous prenez un pendule, fixez une sphère à une ficelle, vous écartez la sphère de sa position d'équilibre et vous laissez osciller. Au bout de 2 ou 3 minutes, l'oscillation vont s'arrêter. En fait, l'énergie mécanique que vous avez apportée, donc le travail, va au cours du temps se transformer en chaleur et à la fin, il n'y aura plus d'énergie mécanique. Alors, la question qu'on s'était posée, c'est est-il possible de réaliser le transfert inverse, c'est-à-dire à partir de chaleur, produire du travail? La réponse est oui. Et c'est l'homme qui a créé cette machine qui permet de faire ceci, ce qu'on appelle le moteur à explosion. Alors, comment ça fonctionne? Dans le premier temps, on va faire rentrer ici un mélange air plus combustible. On va considérer que le combustible, c'est de l'essence. Donc ici, on a ce qu'on appelle la soupape d'admission qui va s'ouvrir, laisser passer ce mélange ici. La bougie là va déclencher ici une étincelle qui va faire en sorte que la combustion ait lieu. Cette combustion, en réaction chimique, va libérer de la chaleur. Cette chaleur va faire augmenter la pression et la température ici. Conséquence, ça va pousser ici sur le piston, donc produire du travail, entraîner une détente, donc un travail qui grâce à la bielle et au vilebrequin va être transformé en bande de rotation. Ensuite, cette soupape là va s'ouvrir pour éjecter les gaz d'échappement et aussi évacuer de la chaleur. L'autre partie de la chaleur sera évacuée par le système de refroidissement avec de l'huile qui refroidit après avec de l'eau et avec de l'air. Ainsi, cette explosion permet bien de transformer de la chaleur en travail. Sauf que, par rapport au frottement, ce n'est pas naturel. Dans la nature, on n'observe jamais ceci, c'est réalisé par l'homme et, contrairement au frottement, ce n'est pas une conversion qui va être totale. En fait, le rendement des moteurs à explosion est environ de 30%. C'est-à-dire que, imaginons là que vous avez produit 100 joules de chaleur, vous allez pouvoir récupérer ici que 30 joules de travail. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite bon vent les scientifiques. Le côté artistique, c'est moi, donc je te demanderai de ne pas t'en mêler. Si je te demande de mettre des chaussures comme ça, c'est parce que j'ai mes raisons, et je travaille en noir et blanc, moi, ici, hein. Je suis obligé d'appuyer les couleurs, hein. Sinon, ça va rendre fat, hein. Tu vois, ça, tu ne sais pas, parce que tu connais pas ça.